Bonjour à tous, ou rebonjour. Eh ben, bienvenue à notre conférence co-organisée donc avec l'ADTEM, InsurTech France et Demain l'Assurance. Donc, avant de démarrer, je voulais remercier Integer de nous prêter ses locaux pour la conférence. Donc, on est sur une conférence mixte, hybride, hein, on entend beaucoup parler d'hybride en ce moment, je n'entrerai pas dans le détail. Donc, à la fois en présentiel et aussi en distanciel. C'est pour ça qu'on a eu des comptes hein, juste avant de démarrer. Vous pourrez intervenir pour que ça soit plus interactif pendant la conférence. On a prévu des espaces hein, de questions-réponses, pas uniquement à la fin. Et au niveau du distanciel, donc, vous pouvez nous envoyer vos questions via le chat ou l'onglet questions on les prendra aussi au fur et à mesure. Donc, je me présente. Vous voyez, mon badge est bien en bas, je n'ai pas pu l'accrocher avant, enfin plus haut. Donc, Tania Gombert. Aujourd'hui, sous ma casquette de coprésidente du club Banque, Finance, Assurance de l'ADTEM. L'ADTEM, donc Association nationale du marketing, qui organise des événements, des conférences, des after-work sur des sujets qui préoccupent les directions marketing. Donc, avec une prochaine date, un événement fin novembre à l'ADTEM Factory. Donc, si vous voulez noter. J'ai le plaisir aujourd'hui de co-animer la conférence avec Nelly, qui se présentera tout à l'heure. Alors, Christian aura la tâche d'introduire le sujet du débat. Et nous avons aujourd'hui dans notre conférence redistribution des cartes dans l'assurance entre nouveaux entrants et acteurs traditionnels. Nous aurons donc côté acteurs en place, donc Ingy et Marie, et côté InsurTech nouveaux entrants, donc Christophe et Alexandre. Je vais les laisser vous présenter. Je n'ai pas donné les noms de famille, comme ça, voilà, c'est suspense. Vous les noterez, vous les avez sur la conférence. Donc, Nelly, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes et à tous. C'est sympa de revoir des gens et de faire du bruit, ça fait plaisir. Moi, j'ai le plaisir de contribuer à la création puis à l'animation de InsurTech France, qui s'est créée en décembre dernier et qui est donc une association qui a pour objectif de créer un lieu d'échange, de fédérer, de promouvoir en fait toutes les actions des InsurTech en France. Donc aujourd'hui, on a 140 membres, donc on avance et on essaye de faire beaucoup de choses pour aussi faire une bonne coopération entre justement le monde des assureurs dits classiques et le monde des InsurTech, puisque c'est un peu le débat d'aujourd'hui, mais c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Donc je suis ravie de co-animer avec Tania. Christian ? Oui, donc Christian Parmentier. Moi, j'anime ce qu'on appelle le think tank Demain l'Assurance, donc qui est plutôt un groupe fermé dans lequel on fait de la prospective. Et voilà, donc depuis 2 ans, quelque chose comme ça, on a eu l'occasion de faire 2 conférences. On a déjà publié sur l'assurance post-Covid. Vous pouvez le télécharger sur le site. C'est en 2 parties. Il y a une première partie où on a fait intervenir plutôt des assureurs. En général, il n'y a pas que des assureurs, mais il y a principalement des assureurs plutôt traditionnels. Et puis une deuxième partie qui fait intervenir que des InsurTech. Voilà, donc vous avez les 2 volets et c'est aujourd'hui disponible sur demainlassurance.org. Bientôt. Enfin, aujourd'hui, c'est pas ça de demander à François, hein, si c'est pas disponible, mais c'est de sa faute. Ah oui, ce que je n'ai pas dit, on me l'a dit ce matin. Alors, il y a des travaux marteau-piqueur de ce côté-là et des travaux de ce côté-là moins bruyants. Mais ça va donner un peu d'animation. Ça fait une musique de fond. Ça fait une musique de fond. Ingy, entre les marteaux-piqueurs, oui, alors je vais faire court. Ingy Sharkani, directrice innovation d'AXA Partners. En 2 mots, AXA Partners, c'est une entreprise du groupe AXA qui est dédiée au partenariat, qui opère sur un modèle B2B2C, en développant des produits d'assurance et d'assistance sur un périmètre mondial. Vous ne m'avez pas bien entendu ?
Je le refais, x8, j'ai le temps? Allez. Il y a des places devant, hein, au pire, si jamais. Donc, je disais que je travaillais donc, chez AXA Partners, où je suis directrice innovation depuis 5 ans maintenant. Et AXA Partners, c'est une entreprise AXA qui est dédiée au partenariat, différents types de partenariats. Rock'n'roll, votre. Et donc, on distribue des produits d'assurance et d'assistance, crédit emprunteur, auto, habitation, travel, santé, assurance des biens électroniques, protection juridique, pour en citer quelques-uns, donc sur différents pays et avec des partenaires. Et donc, la dimension innovation est très importante, puisqu'on travaille avec des insurtech, des fintech, des hrtech, et on essaie de combiner nos forces pour développer des nouveaux produits. Je dis courage. J'ai fait de mon mieux. Déjà. J'ai fait de mon mieux. En fait, c'est un assessment center pour voir notre capacité d'adaptation, donc ça me filmait. Alexandre, alors, tu as commencé. Donc, je me suis fait avoir. Donc, Alexandre, aujourd'hui, je suis représentant d'Assurly, donc même si je suis aussi actif au sein d'Insurtech France et puis anciennement à la DTM. Et donc, Assurly, c'est quoi? C'est un néo-assureur qui cherche à transformer l'expérience pour les clients en assurance emprunteur, en leur redonnant du pouvoir d'achat. Et donc, on se positionne aujourd'hui un peu comme le trublion du monde de l'assurance emprunteur et de l'assurance crédit. Merci Alexandre. Marie? Donc Marie, soyez content. Moi, j'ai 2 casquettes. Je suis directrice générale d'Altis Assurance, qui est un grossiste en assurance. Et je suis aussi directrice générale d'une structure que j'ai fondée il y a quelques années, qui s'appelle Mutuel.fr et qui, pour le coup, est une insurtech et qui fait des comparaisons d'assurance santé. Christophe Bourguignon, ravi d'être là. Donc, pour ma part, moi, je suis ingénieur de formation. J'ai commencé ma carrière dans les télécoms, donc rien à voir avec l'assurance. Mais j'ai basculé dans l'assurance en 2013 au travers de la technologie en entrant chez AXA, qui était un peu un pionnier à l'époque d'avoir cette vision d'utiliser la donnée, la technologie, les algorithmes pour son futur. Et donc, une initiative qui s'appelait Data Innovation Lab, où j'ai passé 2 ans extraordinaires qui m'ont permis de vraiment conforter ma vision. Et j'ai eu l'opportunité ensuite de créer une startup qui s'appelle Zelros. Donc, c'est une insurtech qui en fait édite un logiciel. Donc, on n'opère pas, nous, un service d'assurance. On n'est pas fournisseur d'assurance. On est vraiment une technologie pour assureurs. Et dans la chaîne de valeur, on est particulièrement présent sur la partie distribution. Après, on a aujourd'hui une quinzaine de clients grands comptes dans 3 pays européens et bientôt l'Amérique du Nord. Alors, Christian, on a le tâche d'introduire le sujet. Alors, pas vraiment d'ailleurs, mais je n'ai pas traité le sujet. Introduire. Je vous le laisse. Je vais simplement situer un peu en amont. Pourquoi? Parce que demain, l'assurance, on fait plutôt de la prospective sur ce que sera l'assurance demain. Et on ne fait pas de prospective si on ne fait pas de rétrospective. Donc, je me suis un petit peu penché sur le sujet de la technologie, puisqu'on parle essentiellement de la technologie. Et on en parle souvent comme quelque chose de toujours très nouveau, de disruptif. Alors, en réalité, avec mon grand âge, j'ai pu voir. Alors, on ne va pas remonter aux Égyptiens, au premier contrat Agent, c'est pas la peine. Mais il y a à peu près 70 ans, j'ai noté, ça a commencé il y a 70 ans, la technologie dans l'assurance, c'était un président de une société qui s'appelait le groupe Rouault, qui est allé aux États-Unis et qui a rapporté l'idée, il a rapporté aussi un ordinateur du Rouault, et qui a rapporté l'idée qu'on pouvait gérer des polices d'assurance avec des machines électroniques. Et de là, même si tous les assureurs étaient un peu contre lui, parce qu'ils pensaient que c'était un peu un fanat, il a développé la première gestion informatisée de l'assurance. Et d'ailleurs, à cette occasion, il a aussi créé un organisme professionnel qui allait pousser les assureurs à se moderniser. Donc ça, c'était il y a 70 ans. On va vite. Hein. Il y a 40 ans, je parle surtout en termes de marketing, puisqu'il y a la DTM, etc. On a beaucoup des gens de marketing. Il y a 40 ans, l'assurance découvre le direct marketing. Alors,
Alors ça, c'était les inventeurs un peu de ça, c'était USA aux États-Unis, une compagnie militaire qui était absolument exceptionnelle. Donc, les assureurs ont essayé. Et là encore, de la technologie, puisque qui dit marketing direct dit fichier, travail des fichiers, ciblage. On sait qu'en MD, 80% du succès, c'est quand même le ciblage. Donc, on fait travailler les ordinateurs. Ça, c'était il y a 40 ans. 10 ans après, on complète le système avec le téléphone, hein, le phone marketing, puisque c'était aussi une appellation qui était déposée d'ailleurs, le phone marketing, et avec les call centers. Donc, les assureurs ont pas mal investi, et notamment à cette époque-là dans les CRM, hein, sans forcément avoir tous les résultats escomptés. Ils s'en foutent même de beaucoup. Je vais rapidement. Dans ces années 90, on a vu des startups disrupter l'assurance. Alors, il y a un exemple marquant. Alors, là encore, avec de la technologie, je passe ce qui n'est pas technologie. Là encore, avec de la technologie, mais pas que. Hein, mais pas que. C'est le groupe April. Hein, le groupe April qui s'est créé pratiquement from scratch. Hein, c'était un petit courtier lyonnais, hein, nord-lyonnais, et qui a repris une idée qui n'était pas de lui, qui était le courtier grossiste, et qui, avec des outils informatiques adaptés, a émis une proposition de valeur aux distributeurs qui était de sortir un contrat d'assurance santé en 48 heures chrono. Hein, c'était le slogan de la Renault à l'époque. 48 heures chrono, quand les compagnies traditionnelles mettaient 2 mois pour sortir un contrat pour leur réseau. Donc, il a eu un succès très, très rapide et très important. Alors, j'ai oublié au passage de dire que l'introduction de l'informatique dans l'assurance il y a 70 ans, en fait, celui qui a créé ça, c'est ce qui arrive souvent d'ailleurs sur des marchés. Hein, le créateur n'est pas celui qui progresse le plus et qui prend les plus de parts de marché. Le créateur n'est pas celui qui a disrupté le marché. Ceux qui ont disrupté le marché, c'est quelques temps après ce qu'on appelle les MSI, les mutuelles sans intermédiaire, qui elles ont développé, donc c'est les MAF, MAIF, Massif, etc., qui ont, et notamment la Massif, qui avait été créée par un ancien commissaire-contrôleur, et qui ont développé alors à la fois une offre, une segmentation, etc., mais surtout de l'informatique, puisque dans ces MSI, dès les années 60-70, on avait une gestion informatisée. Et donc des coûts moindres que les compagnies classiques. Elles se sont rehaussées depuis. Au passage du 3e millénaire, donc, alors là, on commence à arriver dans notre époque, hein, c'est de nombreuses initiatives sur le web, avec beaucoup de flops. Hein. Il ne suffit pas de mettre une offre sur le web pour que les gens se l'arrachent, même si quelquefois les offres sont un peu attrayantes. Je pense à Amagiz, par exemple, mais il y avait aussi OK Assurance que AGF avait lancé, qui était assez mal foutu et qui n'a pas duré longtemps. Voilà. Alors, pour revenir sur ce sujet, ça a été pendant toute cette période, sauf des exceptions, bien entendu, comme à toutes les règles, le temps, ce que j'appelle le temps des DSI rois. Hein, c'était les DSI qui avaient rang vraiment important auprès de la direction générale, quand quelquefois ils n'étaient pas, comme dans certaines grandes sociétés, directeur général informatique. Donc, et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on faisait en interne. Pour ceux qui ont vécu ces époques-là, ça a été très difficile parce que quand on faisait du marketing, on pouvait difficilement s'adresser à des prestataires extérieurs parce qu'on ne confiait pas nos fichiers, on ne coopérait pas avec d'autres, etc. Bon. Donc, ça a été difficile. Aujourd'hui, les assureurs, manifestement, se rendent compte que les insurtech représentent la R&D de l'assurance. Et même si toutes les insurtech ne vont pas devenir des licornes, valoir quelques milliards ou devenir des grandes compagnies, c'est important à suivre. Certaines, pour ma part, je pense la plupart ont une vocation à être intégrées. Hein, c'est ce qu'on voit souvent d'ailleurs. C'est ce qu'aiment bien d'ailleurs toujours les assureurs, hein, c'est d'intégrer. Hein, ça a été comme ça dans plein de domaines. Si on prend la qualité, etc., tout ça, ça a été intégré. On ne peut pas trop créer des directions un peu à part. Donc, voilà. Donc, ces insurtech, ça devient incontournable. Le problème, quel est le problème aujourd'hui, c'est que les objectifs des compagnies, les objectifs des insurtech
le rapport au temps n'est pas le même, les relations ne sont pas toujours très faciles, et comme je me plais souvent à le dire, pour avoir été longtemps du côté des sociétés d'assurance, quand on a un programme chargé pour l'année, un plan marketing par exemple, rajouter un élément, rajouter une tâche, si on peut ne pas le faire, ça sera mieux. Voilà. Donc, effectivement, ça complique un petit peu et souvent, on entend les insurtech qui sont malheureuses de travailler avec les grandes sociétés parce que c'est assez difficile. Bon, voilà ce que je voulais dire sur le sujet. Donc, c'est ce sujet des relations entre les insurtech et les assureurs. Et je me tais. Merci. Non, merci beaucoup. Ça fait du bien de revenir un petit peu en arrière et de reprendre un peu de recul. Je pense que c'est important. Beaucoup de choses, quoi. T'es plus jeune, on a tous plus ou moins vécu tout ce que tu as expliqué. Et c'est important, effectivement, pour introduire ce sujet, puisqu'on va continuer à écrire l'histoire et ses relations. Et puis, il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer. Donc, l'objectif, en effet, c'est d'échanger avec nos intervenantes et intervenants sur ces sujets. On a décidé de découper en différents temps. Le premier point qui nous paraissait important pour commencer à bien rentrer dans le sujet, c'est un peu celui que tu viens d'évoquer, c'est que le premier sujet, c'est que vraiment aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un apport, alors avec des degrés différents selon la perception de chacun, mais il y a un apport quand même très fort des insurtech aujourd'hui sur la chaîne de valeur d'assurance. Si on prend la France, on a... Alors, selon les comptages, 200, 300 insurtech aujourd'hui en France, donc c'est beaucoup d'acteurs. Des acteurs qui sont soit sur certains maillons de la chaîne, on le verra tout à l'heure, soit qui sont assureurs de plein droit, donc ce qu'on appelle full stack assureurs, donc qui sont pour certains qui ont un agrément et donc qui sont devenus des vrais, entre guillemets, assureurs. Donc, beaucoup s'attaquent à des points de la chaîne de valeur. Donc, on a des bons exemples ici ce matin. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a vraiment un apport important et une coopération et effectivement et des relations qui sont importantes. Et donc, ça peut permettre de répondre à la fois, évidemment, aux attentes des clients, parce que quand même le sujet, c'est répondre le mieux possible aux clients et des partenaires. Bonjour Magali. Bienvenue. On t'a reconnu, hein. Et donc, le premier sujet qu'on avait envie d'aborder ce matin, c'est vraiment de rentrer dans cet apport des insurtech de façon concrète, parce que ce qui est important, c'est d'être concret et d'illustrer sur la chaîne de valeur. Donc, à la fois, d'une part, pour les clients, parce que c'est quand même ça qu'on vise tous, et d'autre part, pour les assureurs, parce que là, on a des insurtech, des assureurs. Donc, c'est d'avoir la vision, ce qu'apportent les insurtech pour le client in fine, et puis ce qu'elles peuvent apporter aujourd'hui aux assureurs. Donc, c'était un petit peu ça le premier thème. Et donc, on va essayer d'être concret, puisque c'est l'objectif, c'est de sortir avec des choses très pratiques. Et donc, on va commencer par les insurtech. Donc, je vais commencer avec Alexandre. Du côté de l'Assurly, donc sur ce que tu disais sur ta position aujourd'hui sur l'assurance emprunteur et la disruption de ce marché de l'emprunteur, pour toi, en fait, quelle est ta vision sur votre rapport, en fait, d'un côté client et de l'autre côté assureur? Je pense que c'est la question effectivement qui revient plus fréquemment parce que on entend souvent le volet disruption sur le côté expérience client au niveau des insurtech. Et ça a été peut-être ce qui a été le plus mis en avant avec les insurtech orientés souscription sur la première vague. Donc c'est vrai que de notre côté, on a commencé par cette phase entre guillemets un peu émergée de l'iceberg, dont on parle beaucoup sur le fait de pouvoir switcher d'assurance emprunteur en quelques minutes au travers d'une application, d'une web app. Mais in fine, en fait, la vraie innovation ne va pas s'arrêter là. Déjà, on travaille avec deux canaux. On travaille avec le B2C et le B2B2C. Donc les deux nous apportent beaucoup. Avec le B2C, on a beaucoup de retours clients. Donc, du fait notamment de notre commercialisation avec du marketing online et du coup tous les métriques qu'on peut avoir sur l'A/B testing. Donc ça, c'est pas propre aux insurtech. Je pense que c'est propre à toutes les entreprises qui font aujourd'hui de la vente sur les canaux digitaux. Mais c'est un point super important parce que souvent les insurtech qui font la distribution, qu'elle soit full stack ou pas d'ailleurs, elles ont soit le front d'un côté, soit le back de l'autre. Et il y a rarement les deux. Donc nous, chez Assurly, on a voulu avoir les deux. Et le B2B2C, du coup, nous permet d'autres choses. Donc déjà, en B2B2C, on travaille avec plein de types d'acteurs. On travaille avec des insurtech, c'est assez normal, on va dire, des courtiers.
des courtiers qui sont soit des grossistes, soit des courtiers traditionnels. On travaille aussi avec des distributeurs alternatifs, donc par exemple des Rakuten, des acteurs du e-commerce. Et puis on travaille aussi avec des acteurs de l'assurance et ou aussi des établissements financiers pour finalement répondre à leurs besoins derrière, tu le disais tout à l'heure Christian, d'accélération de l'innovation. Donc, de facto, la question qui peut souvent arriver, est-ce que les insurtech vont disrupter les acteurs en place? En fait, c'est un peu moins binaire que ça. C'est vraiment un écosystème hyper collaboratif. Et si je reviens du coup sur qu'est-ce qu'on apporte, du coup, nous, en fait, ce qu'on va essayer d'apporter, c'est vraiment d'introduire vraiment en tout cas, mettre des coins dans des dogmes. Donc, par exemple, dans l'assurance emprunteur ou dans l'assurance crédit au sens large, il y a le dogme de les tables de tarification ont toujours été ce qu'elles sont. N'ont pas vocation à bouger parce que les modèles sont bien établis. Bon. Typiquement, on a commencé à introduire des nouvelles variables comme le comptage de pas. Alors, on n'augmente pas si les gens ne marchent pas. Par contre, on fait baisser le tarif et du coup, c'est un moyen d'incentiver les gens plus que de faire du marketing promotionnel. Mais l'idée, c'est pas de s'arrêter là, c'est de prendre tout type de comportement qu'on peut avoir et qui peuvent aider les gens dans leur vie quotidienne à prendre soin d'eux. Donc, en fait, on essaye progressivement de sortir l'assurance emprunteur qui était un truc quand même vachement confus où les gens étaient obligés de la prendre théoriquement, parce qu'en fait, il n'y a pas d'obligation, légalement, il faut quand même l'avoir en tête. Mais le banquier leur disait, il faut absolument prendre cette assurance emprunteur, sinon le crédit, ça va être compliqué. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passait? Soit il se passait rien, c'est-à-dire que 8 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après la fin du crédit, c'était cool, voilà, il fallait, tout était remboursé, l'assureur s'était jamais manifesté. Soit il y avait un sinistre, et alors là, c'était une galère absolue, parce qu'il fallait aller rechercher à quel endroit il fallait faire la déclaration. Ah, mais je comprends pas, c'est quoi cette compagnie? Ah, mais si, c'était la captive de l'assureur. Bref, quelque chose de complètement opaque, de très compliqué. Et ce qu'on s'est dit, c'est plutôt que de faire ça, sachant que c'est un produit qui est facturé pendant 10, 15, 20 ans à quelqu'un, qui va coûter cher, parce qu'une assurance emprunteur, quand vous regardez la totalité de ce que vous payez, ça va coûter 10 000, 15 000, 20 000 euros, plus même pour certains, les gens, ils ont droit quand même d'avoir du service. Et donc, pourquoi est-ce que l'assureur emprunteur n'apporterait pas ce service complémentaire? Donc là, on parlait tout à l'heure du comptage de pas, il y a plein de choses à imaginer autour de la santé, de la médecine, de la méditation, et j'en passe. L'idée, c'est pas simplement de faire dégrainer des noms de services pour faire bien, mais c'est de rendre ça cohérent et derrière d'introduire un peu de la gamification dans la relation entre l'assuré et l'assureur ou la personne qui pense être assureur. C'est un autre sujet. Qu'est-ce qu'un assureur et finalement qui a la relation et qu'est-ce qu'on comprend le client final? C'est pas le plus important à l'entrée. Par contre, à la sortie, il faut quand même savoir à qui on s'adresse. Et donc, c'est tout ça qu'on essaie d'apporter, donc de la simplicité et de la transparence. Et je pense que c'est, in fine, dans l'ADN de ces nouveaux players, des insurtech, d'apporter ça au secteur, mais pas de s'opposer au secteur. Merci Alexandre, c'est très intéressant d'avoir cette vision de l'apport sur le côté client et puis côté assureur aussi. On va passer à Christophe. Donc Zedros, toi tu as un autre apport dans cette chaîne de valeur, tu en parlais tout à l'heure, avec de la data, l'IA et notamment sur la partie distribution surtout avant tout. Et donc quelle est ta vision à toi sur ce que vous apportez dans la chaîne de valeur côté client et puis côté assureur qui est quand même un peu le grand sujet dans tes coopérations avec le monde de l'assurance. Oui, tout à fait. Donc, non, je pense qu'au niveau client, consommateur, on l'est tous de force ou avec choix d'assurance. Effectivement, ces centaines d'insurtech ont niche par niche, morceau par morceau, voilà, comme un bel exemple avec Assurely, vraiment challenger un statu quo, remis en question des leaders du marché qui n'avaient pas vraiment évolué depuis probablement des dizaines d'années, même si on voit que depuis 70 ans, beaucoup de choses se sont passées. Donc ça, pour le consommateur, cette ébullition, je pense, a été bénéfique parce que les acteurs traditionnels sont obligés de bouger. Et aujourd'hui, donc nous, Elros, c'est notre mission que d'essayer d'aider ces assureurs leaders à bouger plus vite. Donc tout est à faire, que ce soit pour la gestion de sinistres, que ce soit sur le digital, que ce soit aussi équiper, faire de la vente indirecte en B2B2C, qui sont aussi des leviers de croissance pour ces acteurs. Et donc ça, vraiment, le consommateur, je pense, en bénéficie. Nous, ce qu'on apporte, c'est davantage de personnalisation, de contextualisation. Jusqu'à présent,
nos clients assureurs grands groupes, voilà, avaient une offre en général assez complexe avec de multiples options, de multiples garanties, parfois compréhensibles ou pas. Et c'était un peu la même chose pour chacun. Voilà, qu'on habite à la campagne, en ville, qu'on soit jeune ou moins jeune, c'était à prendre ou à laisser. Là, ce qu'on va aider, en fait, c'est transformer l'expérience client et puis la proposition de valeur de l'assureur en quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Donc, en quoi, moi, assureur, je vais t'aider, toi, consommateur, à résoudre tes problèmes de la vie, finalement, que ce soit dans ton logement, problème de ta famille, et ces problèmes peuvent être divers. Et donc, comment on fait ça? Eh bien, par l'analyse voilà, massive de données, hein, donc, que ce soit les données existantes sur la connaissance client du portefeuille, mais également l'enrichissement de données. Donc, c'est quelque chose qu'on apporte avec notre solution, des données qu'on appelle open data, voilà, d'événements météorologiques localisés ou de contextes de sinistralité, par exemple, qui va permettre d'éclairer le consommateur au moment du conseil. Et également, on apporte toute une plateforme technologique pour que l'assureur puisse, s'il le souhaite, en plus du canal physique, du canal digital, également apporter ces solutions au travers de distributeurs alternatifs. On en a cité quelques-uns. Et là, j'ai parlé des données de l'assureur, des données open data, le distributeur alternatif, que ce soit un site de e-commerce ou un fournisseur d'énergie, a lui-même des données de connaissance client qui peuvent être encore rajoutées et utilisées pour vraiment personnaliser l'expérience. Donc voilà, bénéfice pour les compagnies qui sont obligées de se réinventer et de monter en gamme, et puis de bénéfices pour nous consommateurs, avec une consommation d'assurance beaucoup plus fluide, personnalisée, voire peut-être un jour complètement masquée, puisque voilà, on achètera son auto, assurance incluse, on achètera son appartement, probablement, ou sa maison, assurance incluse, sans s'en apercevoir. Merci beaucoup. Merci pour cette déclaration. C'est très intéressant puisqu'on voit que vous positionnez les nouveaux entrants comme accompagnateurs au niveau des acteurs plus traditionnels, facilitateurs. Donc ça, vous le décrivez ainsi. Et puis pour résoudre aussi des irritants au niveau des clients, ce qui est intéressant de voir, c'est aussi comment vous percevez, acteurs traditionnels, cette arrivée de ces nouveaux entrants, de ces InsurTech. Est-ce que pour vous, ça va dans de la concurrence, puisqu'on a quand même des acteurs qui font de l'assurance, qui sont assureurs, hein, et d'autres acteurs qui interviennent sur la chaîne de valeur. Comment vous le percevez? Ingy, est-ce que tu peux nous en parler pour AXA Partners? Oui, je voudrais juste revenir un peu sur un point intéressant qu'évoquait Christophe et qui est très juste, c'est qu'en fait, l'assurance traditionnelle a aussi évolué en parallèle et n'a pas été étanche à ces nouvelles technologies, n'a pas été étanche aux nouveaux modèles d'underwriting et de pricing, et incorpore également des nouvelles variables dans ces modèles pour pouvoir faire face. Donc, la grosse différence, et je pense qu'il faut se le dire autour de la table, c'est que un gros assureur qui a grandi en faisant des acquisitions, des fusions, etc., a des legacy. Et donc, le time to market, le temps de réaction, il est de facto plus long. Ce n'est pas qu'il est étanche ou qu'il ne voit pas l'impact de l'IA ou de la blockchain ou de l'IoT dans les métiers, c'est ses legacy. Et c'est là, je pense que la collaboration et la complémentarité est hyper intéressante avec des acteurs de l'InsurTech, mais pas que. Et c'est à mon avis, et en tout cas dans les usages qu'on en a fait chez AXA Partners, à 3 niveaux, c'est hyper intéressant. Le premier niveau, c'est l'exploitation de la data. Pouvoir avoir des données propres, exploitables, c'est un premier pan qui est extrêmement important de collaboration possible. C'est bien beau de dire data is the new oil, mais si on ne sait pas nettoyer, trier, exploiter, prévoir l'usage de ces data, c'est bien compliqué demain. Donc, avoir un petit peu d'aide sur cette première dimension, c'est important. La deuxième, c'est exactement là où tu te positionnes, c'est la dimension de fluidité du parcours CX, mais également employé. Hein, parce qu'on a également des irritants côté employé, surtout dans des grosses structures internationales. Et donc, pouvoir fluidifier ces parcours UX, CX, en enlevant des irritants, en étant plus proactif, c'est un axe de collaboration extrêmement important.
Le troisième, c'est les nouveaux risques ou les nouveaux usages, comme l'assurance à la demande, l'assurance embarquée, intégrée. Comment on explore sur un petit scope ces nouveaux domaines et comment ensuite on les passe à l'échelle, on les industrialise. Donc pour moi, vraiment, c'est les 3 pans de collaboration où AXA Partners a pu finalement solliciter l'aide d'InsurTech, de FinTech, d'HRTech dans la chaîne de valeur. Et c'est vrai également que le nombre d'InsurTech capables de se positionner sur l'intégralité de valeur est large. Ça existe, oui, il y a des Alan, oui, il y a des Ongan en Chine, mais généralement, pour des raisons de coût d'acquisition, mais également de souhait, je veux avoir une expertise bien pointue dans un domaine et l'intégrer dans une chaîne de valeur un petit peu plus compliquée. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Merci, Angie. Et côté Altis, Marie, est-ce que vous le percevez de la même façon? Est-ce que tu vois différemment l'apport des InsurTech par rapport à ton activité et par rapport au fait aussi que tu as monté aussi une InsurTech? Alors effectivement, moi je suis beaucoup, donc je vais être en écho à ce que tu as dit. Simplement, on n'a pas du tout la même taille. Hein. Nous, on a une structure de 550 personnes. On assure un peu moins de 500 000 clients, donc on a un peu moins de lourdeur que les très grands groupes. Pour autant, on a aussi des problèmes de legacy, bien entendu, qui sont liés à la taille, mais aussi qui sont liés à l'historique des gammes que l'on gère. Donc, Alpetis a été créé en 1976, donc on a des clients qui sont arrivés sur des produits en 1976 qu'on continue à maintenir, hein, notamment en assurance santé, vous connaissez la loi E20, donc on est sur des logiques de longue durée. Mais une fois que ça c'est posé, une fois aussi posé le fait que, comme tu viens de le dire, on a un accès au marché, ce qui serait quand même une énorme valeur. On a de la legacy, c'est clair, mais en revanche, on a un accès au marché qui évidemment est important. Mais une fois que ces 2 éléments sont posés, nous, notre logique, elle est vraiment transfrontière. Donc, on ne se considère pas comme une société d'assurance, travaillant avec des InsurTech. En fait, on considère plutôt la techno et tout ce qui est innovation. Et que l'innovation vienne de l'interne ou de l'externe avec des InsurTech avec lesquels évidemment on travaille. Enfin, en ce qui me concerne, peu importe. Et donc, ça, c'est un élément important. Donc, on a créé plusieurs structures, mais les 2 que je connais bien, c'est moi qui les ai créées, c'est simonassurance.com et mutuel.fr. L'une qui fait de la comparaison en assurance et l'autre qui fait de la distribution, évidemment sur Internet, hein, parce que j'ai parlé de techno. Et on a créé cette structure quand même à l'extérieur du groupe. Ce qui montre bien que même une structure de 500 personnes, si elle veut aller très vite, va créer ex nihilo des sociétés pour être dans une logique de start-up, dans une culture d'innovation extrêmement rapide et agile. Mais on peut le faire au sein d'un groupe. Et j'imagine bien que vous avez des structures de ce type aussi dans votre groupe. Et donc, c'est une autre manière d'aborder les choses. Et effectivement, l'assurance est quand même un monde très ouvert. On est tous un peu en train de travailler les uns avec les autres et on fait rentrer les InsurTech. Alors, les exemples que je peux vous donner, c'est par exemple, on a une structure commune, nous, les Lyonnais, avec Apicil. Hein, donc, Alpetis et Apicil ont une structure commune qui fait de la liquidation de tiers payants. Et on a intégré les services, par exemple, de Shift, parce qu'on n'avait pas les moyens nous-mêmes, ni d'ailleurs le volume de data sont suffisants pour gérer ce que fait cette structure qui fait de la recherche de fraude, en fait, de la gestion de la fraude. Donc ça, c'est un exemple de composants, parce que là, c'est bien une composante comme ce que vous faites, qu'on a intégré dans notre modèle. Et puis, on a également, on travaille avec BPSIS en assurance de presse sur l'un des produits qu'on distribue, parce qu'ils avaient une chaîne de parcours client qui nous paraissait très intéressante et qu'on voulait tester, aborder. Parce que ça nous permet aussi de faire ça. C'est de tester, en fait, des éléments de parcours et de voir s'il y a une appétence avec nos distributeurs à nous. Donc, c'est un peu plus léger que de tout reconstruire nous-mêmes. Et ça va plus vite à certains moments. Merci. Avant de prendre en fait les questions, parce qu'on va les prendre au fur et à mesure dans les thèmes, on va vous demander un petit exercice synthétique. Synthétique. Comment chacun, en 2 adjectifs, vous qualifieriez l'apport des InsurTech?
On va commencer par toi, Alexandre. C'est juste Deux ajouts. deux. En maths de base, c'était écrit deux ajouts. Ouais, donc Des bonnes questions. pour les 10 prochaines minutes pour répondre à la question du coup. Non, mais peut-être plus que je vais comme déborder, mais en deux phrases, je pense que les insurtech, ça a accéléré, ça a permis d'accélérer derrière la transformation du secteur. Et je pense que s'il y a un apport à retenir, c'est ça aujourd'hui. Accélération. Ouais. Marie? Moi, je vais reprendre ce terme-là parce que le premier adjectif pour moi, c'est accélérateur et le deuxième, c'est inspirateur. Inspirateur. Accélérateur, inspirateur. 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 Christophe, on fond dans l'ordre. Oui, bah, moi je dirais proactivité et simplicité. Joue le jeu. Complémentaire, prometteur. Ouais, c'est pas mal, hein. Faire un petit tableau avec les mots. J'ai pas le petit tableau. Alors, On va prendre quelques questions. On va prendre quelques questions. Sur cette première partie, hein, parce qu'après, il y a d'autres thèmes. L'idée, c'est de se focaliser sur ce premier point. Si vous avez des questions ou s'il y a des questions online. Alors, Thomas. Ouais. Alors moi j'ai deux questions. La première, je suis pas sûr depuis pas si longtemps, je connais mieux le secteur de la banque, qui a vécu un petit peu pour moi la même transformation avec un petit peu d'avance. La question que je me pose, c'est est-ce que pour vous il y a des raisons structurelles que l'assurance ait mis un peu plus de temps à se transformer, parce que c'est des raisons culturelles, des raisons liées à son business, peut-être que voilà, la mutualisation du risque fait que les gros assureurs étaient relativement protégés, même si on voit que les insurtech arrivent à venir un peu les titiller, si on prend l'exemple de Lemonade aux États-Unis. Ça, c'était ma première question. Et ma deuxième question, c'est on a tout de suite parlé des insurtech sur l'évolution de l'assurance. Vous avez sûrement vu passer l'article de l'assurance d'hier qui disait qu'Amazon accélérait son incursion dans l'assurance. Est-ce que finalement, vous voyez les GAFA faire plus d'accélération et plus de mal entre guillemets, aux assureurs dans les années à venir, ou finalement c'est un métier trop complexe et vous ne les voyez pas arriver très fort à l'assurance? Je veux bien. Tu veux prendre la première partie ou la deuxième ou les deux? Je veux bien un premier niveau de réponse en tout cas. Okay. Je trouve que c'est une question hyper intelligente et merci de l'avoir posée. Je vais tâcher d'y répondre en tout cas le plus honnêtement possible. Oui, la banque a accéléré avant l'assurance, principalement, pas tellement en termes de mutualisation de risque, mais à mon sens, pour des raisons d'interaction et de fréquence avec le client. On consulte son compte bancaire beaucoup plus rapidement qu'on ne génère des sinistres. Donc, on a une prime, et puis peut-être qu'une fois sur tous les 5 ans, on a un accident autant, une fois tous les 16 ans, on a un problème avec son habitation. Et du coup, cette interaction avec l'assureur et cette fréquence d'interaction était moins importante. La banque, on regarde son portefeuille beaucoup plus souvent, et donc la nécessité de se moderniser, de se digitaliser côté banque, elle s'est fait sentir plus vite, principalement pour ça. Donc ça c'est un peu sur l'accélération. Mais après, les mouvements qu'on voit en banque, d'open banking, la réglementation, je pense que ça va également finir par s'accélérer. On voit bien que les mouvements de prévention de risque, on en a parlé un tout petit peu dans ton introduction, c'est nécessaire de se positionner là-dessus et de mieux collaborer ensemble pour pouvoir y répondre et ne pas attendre le moment d'un claim, mais essayer de prévenir le claim en amont. Essayer d'avoir plus d'interactions clients, plus de données clients, pouvoir offrir plus de services pertinents. Ça, c'est rapidement pour le premier volet de la question. Sur le deuxième, oui, il y a un très gros risque. En fait, on parle de collaboration d'InsurTech, etc. Oui, les GAFA se positionnent clairement. On voit qu'il y a des pôles insurance, ils achètent des droits autour de l'insurance. Et puis, ils ont cette data, ils ont cette connaissance du risque qui pourrait être à l'extrême beaucoup plus personnalisée. Bon, après, quid de la réglementation et quid de la personnalisation à l'ultime? Si on tarifie quelqu'un exactement pour le risque qu'il représente, ça peut poser des problèmes éthiques assez importants. Je pense que le régulateur, il aura peut-être son mot à dire là-dessus. Mais oui, c'est des mouvements inquiétants, mais également stimulants. Si tu permets, Tania, il y a un éclairage qui est intéressant, ce que rappelle toujours
le secrétaire général de l'Observatoire des métiers de l'assurance, c'est que dans la banque, il y a eu une informatisation, une modernisation très rapide, voire brutale, qui a mis à une époque tous les banquiers dans la rue. Donc, il y a eu des sittings sur Boulevard Haussmann, alors que dans l'assurance, les assureurs ont freiné. Donc, il n'y a pas eu de mouvements sociaux, les assureurs ont freiné l'arrivée de la technologie, justement pour éviter ces manifestations d'employés de l'assurance. C'est l'observatoire qui suit ça depuis longtemps. Donc l'assurance serait averse au risque. Bah, vous la maîtrisez en tout cas. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut compléter les réponses d'Inji qui étaient déjà très précises, mais est-ce que vous avez d'autres éclairages Oui, j'ai peut-être une question à proposer. Ok. Le point, sans doute, il est dans la réglementation, il est sans doute dans la data, il est sans doute dans la culture que l'on a dans notre métier. La réglementation, les banques, en fait, maîtrisent énormément les nouveaux entrants du marché. Et on l'a vu, beaucoup des fintechs ont été absorbés par les banques. Compte Nickel, Conto sont BNP et Société Générale, par exemple. Donc, elles ont maîtrisé les nouveaux entrants et les ont internalisés en quelque sorte. Ce qui n'est pas tout à fait le cas dans le métier de l'assurance. La deuxième dimension, vous évoquez le fait que les banques, en fait, ont régulé l'action et l'opération de leurs clients par les flux financiers au quotidien qu'ils ont avec les comptes. Il est vraisemblable qu'on puisse trouver la même nature de relation avec nos clients, nos bénéficiaires, nos assurés. Donc la data, effectivement, ce n'est pas uniquement prendre une cotisation et verser une indemnisation peut-être, mais il y a aussi effectivement une autre nature d'exploitation de cette data dans la relation assureur-assuré. Et ça revient en fait à la troisième dimension qui est celle de la culture. Je crois qu'il est difficile de se cacher cette réalité. Les assurés ont une vraie relation de défiance avec l'assureur. Hormis nos amis clients proches avec qui on interagit, qui nous confient une confiance avérée, les chefs d'entreprise, comme les salariés, comme tous les individus, ont une relation de confiance très modérée avec leur assureur. Et je pense que la data, la maîtrise de la relation avec le client, doit reconstruire en fait cette relation-là. Et c'est celle-là effectivement qui permettra de se digitaliser, de retrouver cette fraîcheur que l'on peut retrouver. Entièrement d'accord. Ce que j'évoquais, c'était historique et j'évoquais justement le fait que les assureurs aujourd'hui exploitent la data, font ce type de partenariat pour créer plus d'interactions, pour proposer également plus de services et pouvoir se différencier à terme et créer ce trust, cette confiance, ce qui touche à votre élément de culture, et on l'a bien vu avec la pandémie, pour pouvoir réenchanter le rapport client-assurance, complètement en phase. Alors moi, je ne suis pas complètement en phase. Je pense qu'il y a en ce moment aussi une défiance à l'encontre des GAFAM. Et que donc il y a des choses qui sont en train de bouger dans la société parce que vous parliez de culture et je pense que c'est très intéressant de remonter là-dessus. Et donc je pense qu'à la fois on a des on va dire consommateurs au sens large dont nous faisons partie, qui sont tombés en amour devant la facilité d'utilisation offerte par les GAFAM, et ça il faut vraiment le conserver. Et là pour le coup on est vraiment dans le sujet parce que les InsurTech ont une capacité à nous aider là-dessus. Mais par ailleurs, il y a quand même une force de rappel avec quand même le questionnement que l'ensemble des sociétés, en tout cas en France, commencent à avoir justement sur l'utilisation des data. Et pour autant, dans vos propos, ce que je retiens dans l'échange que vous avez eu, c'est la fréquence de contact avec donc nos clients. Et là, pour le coup, moi, je suis très inspirée par une société américaine qui doit, je pense, aussi inspirer Alain, qui s'appelle Oscar, qui travaille sur l'ensemble du parcours. Moi, je suis beaucoup en assurance, je suis essentiellement en assurance de personnes et beaucoup en santé. Donc, Oscar, c'est une société d'assurance santé aux États-Unis. Et en fait, ils se sont créés autour d'un parcours complet qui est, d'un besoin complet qui est finalement de rester en bonne santé. Et quand je ne suis pas en bonne santé, donc, mon assureur va me guider dans un parcours de soins et va prendre en charge. Et ce n'est pas uniquement la prise en charge.
Et là, dans ce sens-là, je pense qu'on a vraiment des choses à travailler, qui nous, chez Alpetis, fait écho avec un peu le mythe fondateur de la société, parce que c'est une structure qui s'est créée en 1976, donc c'est une association d'assurés, avec donc des personnes qui disaient finalement comment est-ce que je peux être moins malade. Donc on a beaucoup d'actions de prévention qu'il faut qu'on modernise de plus en plus pour être justement dans la culture actuelle. L'idée étant d'être moins malade et donc de moins peser sur le groupe assuré et finalement d'avoir un écosystème de communauté qui soit vertueux. Et donc ça, entre la manière qu'on a eu de le faire effectivement il y a 30 ou 40 ans et ce que les GAFAM, pas les GAFAM d'ailleurs, ce que les InsurTech au sens large, quelle que soit leur taille, peuvent apporter, on a énormément de choses, de fructification croisée en fait à faire. Oui, je suis complètement aligné avec ça. J'ai évoqué pas même les GAFAM, et c'est hyper important ce que vous dites là-dessus. Je crois que le sujet, c'est qu'on est des entreprises françaises d'Europe et non pas américaines. Et le rapport à la donnée de nos clients est complètement différent, en fait. Il est réglementé. La réglementation est réglementée. Oui, mais c'est vrai, mais même au-delà de la réglementation, je pense que la réglementation est le reflet de notre culture. Mais la culture est différente, la réglementation est différente. C'est ça. Elle s'adapte. C'est ça. Et sur la réglementation, la CPR, donc l'autorité de régulation, vous avez peut-être vu même des travaux assez anticipatifs sur justement la régulation des algorithmes, des données demain, et se prépare aussi à auditer ça, parce que derrière, effectivement, La tentation est forte. la tentation, et puis voilà, est-ce qu'un algorithme est biaisé ou pas, est-ce qu'il est équitable ou pas, c'est quand même l'essence de l'assurance que d'être équitable, mais quand on confie ça à un algorithme un peu boîte noire, comment on s'outille et comment le régulateur demain. Tout à fait. Peut-être juste pour revenir là-dessus, il y a eu aussi pas mal de dérives. Je pense notamment, du coup, pour citer Lemonade, aux US, d'utilisation de technologies de type OCR pour le scan du visage et interpréter derrière finalement des états de santé, des capacités à mentir ou pas sur certains sujets qui ont été bloqués assez rapidement et qui Ou Admiral au UK sur qui ont été retoqués. C'est vrai que c'est des sujets de fond, mais il y a toujours une tentation d'aller capter plus de données qu'on en a besoin, ou d'utiliser plus d'outils, effectivement, qui sont des sujets pas que américains ou pas que européens. Et on voit qu'aux US aussi, on a toujours tendance à dire qu'il y a une plus grande libéralisation, une plus grande facilité à exploiter la data. C'est plus forcément le cas. Ah, c'est vrai, il y a une Electronic Frontier Foundation aux États-Unis qui travaille depuis quand même des décennies, je pense même on peut dire, sur ces sujets-là. En fait. Ils ont leur CNIL aussi, mais la culture est différente, donc ça réagit différemment, je pense. C'est ça. Ce qu'on vous propose, parce qu'en près, sinon on va finir ce soir, mais c'est super intéressant. Tu veux prendre une question? Je prends après juste une question, mais c'est sur la réglementation. Après les questions. Je prends une question qu'on a reçue sur le chat et puis ça fait à la fin on mettra des questions. La transition avec la réglementation, ouais. Ça va faire la transition. C'est vrai qu'un des tickets d'entrée assez lourds au niveau de l'assurance, c'est le réglementaire. La question qui m'est posée, c'est aujourd'hui, InsurTech, quelles sont en fait vos relations avec la CPR? Est-ce que vous êtes contrôlé par la CPR? Vous pouvez dire bonne. Vous le serez. Je vais répondre pour Zalrose. Donc nous, on n'est pas contrôlé au sens où on n'a pas d'agrément d'assurance, on ne distribue pas d'assurance, et donc on n'est pas soumis à ça. Par contre, on se prépare à être contrôlé demain, à ce que nos clients assureurs, probablement il y aura à un moment donné une sorte de certification, une sorte de garantie que notre logiciel est compatible avec certaines règles d'utilisation de données européennes. Donc, c'est en ce sens-là qu'on a des liens avec la CPR. Peut-être pour répondre à la question, donc effectivement, nous de notre côté, on travaille avec la CPR depuis plusieurs années parce qu'à terme, on voudrait devenir full stack, même si c'est pas le sujet de la semaine, mais en tout cas, donc on est en relation constante. Et puis en termes de contrôle et d'anticipation, je vais donner 2 exemples. Et sur la partie réglementaire, juridique, c'est sur un budget, c'est au minimum 10% de la dépense annuelle. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec des cabinets de conseil, d'audit, etc., pour s'assurer que tout ce qu'on fait est fait en conformité avec la réglementation. Donc effectivement, on dit souvent que quand on se lance dans une entreprise, dans l'assurance, une sûreté ou pas d'ailleurs, c'est quand même un métier sérieux et régulé, et ça coûte. Et donc, de facto, on se prépare même si on n'a pas été contrôlé directement. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et puis on reprendra des questions sur chacun des thèmes, et puis à la fin, on a un grand temps de questions-réponses. Le deuxième sujet qu'on souhaitait aborder, on a déjà commencé à plus que l'effleurer d'ailleurs, c'est vraiment celui de la coopération. On a déjà parlé entre les InsurTech
et les assureurs mutuels dits classiques, traditionnels, enfin, comme on veut, les grands groupes en place, voilà. Donc on l'a déjà évoqué, il y a un certain nombre de coopérations qui sont assez protéiformes. Enfin voilà, donc il y a des coopérations qui sont soit de distribution, soit capitalistiques, soit en termes de techno. Donc ça dépend un petit peu des éléments de la chaîne de valeur. Donc, de fait, elle existe, cette coopération, et elle évolue aussi, et puis elle est en fait vraiment différente selon le type de groupe d'assurance et selon le type d'insurtech. Donc, c'est assez difficile on va dire, de généraliser, parce que ça dépend vraiment si on utilise tes services, Christophe, c'est pas du tout la même relation et la même coopération que si on est assureur, par exemple, aujourd'hui avec Assurly, ou partenaire de distribution en B2B2C. Donc, la question qu'on avait envie de vous poser, c'était est-ce que chacun de vous, et on va encore commencer par les insurtech, est-ce que chacun de vous pouvait un peu illustrer en prenant un exemple, parce qu'il y en a plein, mais un exemple qui vous tient à cœur, sur comment vous avez travaillé avec un assureur, par exemple, mais sans forcément le citer ou en le citant comme vous voulez, sur cette coopération et cette mise en place d'un service, par exemple, pour toi. On va commencer par toi, Christophe. Oui, non, tout à fait, les réponses sont multiples, et puis ça évolue au cours du temps. Si je me projette 3-4 ans en arrière pour Zelros, tout ce qui était IA machine learning était de l'ordre de l'expérimentation, de l'ordre du test. Donc, on avait plutôt une relation effectivement avec les directions innovation de ces groupes, avec les avantages qui sont des processus de décision un peu plus rapides, mais aussi l'inconvénient que une fois le POC ou le pilote réalisé, la suite n'est pas complètement claire, et le passage à l'échelle est quasiment, on doit repartir à zéro pour le faire. Maintenant, 3-4 ans après, je dirais, déjà le terme IA commence un petit peu à être galvaudé, donc vraiment, je pense que tout le monde s'est fait une conviction sur ce qui fonctionne pas, et le niveau d'attente est revenu, je pense, au bon niveau. Et en plus, là maintenant, il ne s'agit plus d'expérimenter, de tester, mais il s'agit de déployer à l'échelle le plus rapidement possible des solutions matures. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est nous, il y a des enjeux qu'on pourrait appeler make or buy. C'est souvent ces réflexions qu'on a en toute transparence avec nos partenaires assureurs, qui se posent la question, est-ce que telle ou telle brique de détection de fraude ou de tarification, est-ce que c'est stratégique et je dois la garder, la développer moi-même, mais c'est-à-dire derrière aussi la maintenir et donc se transformer en quelque sorte en éditeur logiciel alors qu'on est assureur. Ou est-ce que je dois l'externaliser, mais je dois aussi dérisquer, donc peut-être être sûr que si je prends un prestataire, j'en ai un deuxième en backup pour faire un contrepoids. Donc on a ces réflexions-là. Nous, on prône le make and buy. On pense que c'est tout à fait possible. C'est pour ça aussi qu'on a fait une solution complètement modulaire. Donc parfois, c'est des data scientists de l'assureur qui intègrent ces scores, par exemple, dans notre solution, ou parfois ils n'ont pas la capacité de le faire ou pas le temps de le faire parce qu'ils ont plein d'autres projets. Donc dans ces cas-là, c'est nous qui prenons la main là-dessus. Donc on essaye vraiment d'être souple et flexible pour déclencher l'envie de collaboration le plus rapidement possible. Voilà un petit peu les trucs qu'on met en place. Merci, c'est très, très clair. Et de ton côté, Alexandre, alors si on prend un exemple, par exemple, d'une coopération réussie ou d'une coopération peut-être moins réussie aussi, je ne sais pas lequel tu as envie de... Comment ça se passe concrètement ? Je retrouve beaucoup de similarités dans ce que tu dis, parce qu'en fait, quand on travaille en B2B2C, on a 3 métiers. On a un métier de distributeur, concepteur de produits et d'éditeur. Mm-hmm. Donc, alors, le débat du make or buy qui revient régulièrement, c'est-à-dire que souvent, avec nos grands partenaires, on a des métiers qui peuvent se sentir un petit peu sur la défensive en disant mais on pourrait faire un parcours client si on nous donnait les moyens d'eux, etc. Mais on se veut plutôt facilitateur. Donc aujourd'hui, je vais prendre quelques exemples. Alors courtier et assureur traditionnel pour un partenariat qu'on vient de faire récemment dans le domaine du patrimonial. On va fournir notre offre en co-branding.
Donc là, clairement, on apporte le front et puis derrière, en fait, c'est une intégration ultra rapide. Après, on a de plus grands acteurs pour lesquels, alors je ne vais pas donner le nom, mais on fait de l'intégration en marque blanche complète. Donc derrière, ils ont d'autres produits. Et puis le commercialise comme si c'était leur et on n'apparaîtra pas. Voilà. Donc, c'est ces deux typologies de projets qu'on fait. À la fin, ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est pour le client. Donc, nous, de notre côté, après, ce qu'on dit toujours, qu'on vende des contrats en B2C ou qu'on les vende en B2B, ce qui compte, c'est le NPS et c'est la satisfaction client qu'il y aura derrière. Merci Alexandre. On va vous poser la même question. Ingi, de manière concrète, est-ce que tu aurais un exemple à nous partager de collaboration avec les InsurTech? Oui, j'en ai même plusieurs, mais je vais en prendre un pour ne pas vous prendre trop de temps. Et juste pour rebondir un peu sur les 2 points qui ont été donnés, make or buy, make and buy et scale, passage à l'échelle, c'est les vrais sujets qu'on a également côté assureur. Et en se disant, mais en termes de stratégie, faut-il plutôt insourcer ses compétences? Et après, je vais l'illustrer par exemple. Et enfin, faut-il, et de facto, comme il y avait un Data Innovation Lab, incuber, développer, créer ses assets? Je pense que la vraie réponse, elle dépend du niveau de maturité de la technologie que l'on a envie de s'approprier. L'open innovation et donc les partenariats dans un premier temps, en marque blanche ou pas, c'était quand même des partenariats, ça nous permet de maturer une technologie, de comprendre à quelle vitesse on peut la mettre sur le marché, quelle est la réponse du client, quel est son niveau d'adoption, et ça, c'est très utile. À terme, si on voit que cette technologie est suffisamment mature, naturellement, le deuxième cycle, c'est de se l'approprier, c'est peut-être de l'intégrer, c'est peut-être de développer des compétences, et puis de refaire de l'open innovation, puisque c'est un cycle sur d'autres technologies plus immatures et moins saines. Donc moi, je le vois un peu comme ça. Et le scale, par contre, là où tu as raison, c'est que ça devient un peu une obsession, surtout pour une entité internationale qui fait, parce que le scale, il peut être au niveau géographique, mais il peut être sur différentes lignes de métier. Maintenant, un exemple. On distribue, une des fonctions d'AXA Partners, c'est distribuer de l'assistance. Une des régions intéressantes, c'est la Belgique. Pourquoi la Belgique? Parce qu'on y parle flamand, on y parle français et on y parle parfois anglais. Okay, et du coup, en termes de capability, derrière, pour un assureur, il doit pouvoir avoir des outils pour pouvoir répondre en multilangue, multicanal à ce client. Donc, je prends l'exemple d'un monsieur qui tombe en panne sur l'autoroute, exemple fréquent. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son call center, son assistance pour avoir un dépanneur. Ce que nous souhaitions faire en Belgique, c'était réellement garder ce moment hybride humain-digital, parce que je pense que ça, c'est une thématique qu'on n'a pas encore touché du doigt, digitalisée ou non. On souhaitait, d'un point de vue émotionnel, garder ce premier moment d'empathie, d'expertise, d'assessment, d'évaluation de l'urgence avant de digitaliser et de mettre finalement le client au cœur de la décision pour pouvoir doser du niveau d'interaction et de questions qu'il pouvait avoir. Donc, une fois qu'on sait qu'on est pris en charge, une fois qu'on sait qu'on va envoyer une dépanneuse, finalement, s'en suivait une série de questions avec plusieurs intentions. Ce n'est pas du chatbot, là ça devient intéressant. Est-ce que ma femme a le droit de conduire un véhicule de courtoisie? Est-ce que j'ai une franchise? Pour combien de temps? Est-ce que vous allez m'envoyer un taxi? Bam, 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 plein de questions qui venaient. Et on s'est dit, mais finalement, pourquoi ne pas créer un agent conversationnel? C'est de l'AI, c'est du NLP avancé, ce n'est pas du chatbot de base. Et l'idée était de dire, mais à tout moment, le client peut décider de switcher, de parler à un humain et de respecter des parcours hybrides. On peut avoir du 100% humain, on peut avoir de l'humain et du digital, et on a constaté qu'on avait parfois 75% d'ailleurs de digitalisation parce que les réponses étaient de qualité. C'est un exemple de collaboration qu'on a eu donc avec un partenaire français, mais qui avait le même souci et souhait de scale, c'est-à-dire en disant moi je vais aller crash tester ma technologie en Belgique, je veux la rendre multilingue, je veux la rendre multi-accès, WhatsApp, SMS, parce que ça fait partie également de ma roadmap stratégique. Et donc c'est important d'avoir cette exigence-là, de trouver finalement une adéquation dans la stratégie et de l'InsurTech et de l'assureur. Et ça illustre bien, par rapport à mon premier point, la fluidité d'un parcours hybride humain-digital où cette collaboration s'est avérée utile avec un passage en prod, puisque pas une usine à POC. Voilà. Donc, tout le monde y a trouvé son compte au bout
J'espère avoir répondu à ta question avec un exemple. C'était très concret, Ingy. Merci, merci pour cet exemple qui nous parle bien et pour l'avoir vécu il n'y a pas très longtemps. Marie, tu as commencé à nous donner quelques exemples. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ta manière de collaborer avec les InsurTech? Alors oui, alors déjà pour reprendre ce que vous disiez, il y a vraiment une culture en fait, en tout cas dans ma société, qui était initialement une culture de vraiment de make. Hein. Il faut déjà effectivement faire évoluer ça. C'est évidemment impératif. Comme on a évidemment rencontré des forces de résistance, en fait, on a réfléchi à quels étaient les pôles sur lesquels, pour le coup, on pensait qu'il fallait construire en interne. Nous, le pôle qu'on souhaite construire en interne, donc on l'a fait, c'est la partie data. La partie analyse de data, je vous ai donné l'exemple de Shift, où là, il faut des jeux de données beaucoup trop importants et on ne peut pas l'intégrer. Mais par contre, sur d'autres aspects de data, quand on peut intégrer à partir de nos propres données, on garde en interne. Pourquoi? Parce que, bon, je vous ai dit, Albetis, c'est une boîte très techno, hein, d'où la difficulté à passer au bail. Hein. Mais en fait, du coup, nos actuaires ont été dans la première formation de l'ISFA, de data science, donc on a shooté très tôt sur ces sujets-là. Et donc, là, c'est quelque chose qu'on chérit un peu en interne, parce que il faut avoir des domaines d'expertise sur lesquels on peut investir aussi en interne, parce qu'il faut que nos collaborateurs aient aussi envie de travailler chez nous sur ces domaines extrêmement pointus et spécifiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on travaille bien en interne, et quand on va le faire, exemple de Shift, on le fait avec l'externe. Et après, on a, que ce soit fait en interne ou en externe, en fait, on a des problèmes de mise à l'échelle pour ne pas faire que des POC. Et donc, on a eu des échecs avec soit des productions en interne avec nos data scientists, soit des choses qu'on est achetées à l'externe. Premier exemple de fail, on va dire, c'est toujours intéressant de comprendre ce qui ne fonctionne pas. On a fait des super algorithmes, un super algorithme d'IA qui était extrêmement intéressant en distribution sur Internet et qui nous permettait vraiment, dans les POC qu'on faisait, d'avoir des taux de concrétisation beaucoup plus élevés. Sauf que, en fait, la distribution sur Internet, c'est du temps réel. Et développement Python, temps réel, tout ça, par rapport aux outils qu'on avait, ça nous posait des problèmes. Donc, on a appris de ça, mais c'est pour vous dire que même quand c'est fait en interne, parfois, quand on passe au mode industriel, c'est compliqué. Donc, on a mis vraiment du temps à résoudre ça. Après, à l'externe, par exemple, parce que tu parlais de robots conversationnels, il y a quelques années, donc, on en a mis un dans nos services clients pour pouvoir apporter une réponse quand on était hors horaire d'ouverture, ou bien quand notre plateau, il y a évidemment des pics, n'était pas en capacité à répondre. Et là, on l'a fait avec une start-up que je ne peux pas qualifier d'insurtech parce qu'ils ne travaillent pas que pour l'assurance, hein, The Chatbot Factory, et ça, c'était une intégration qui était hyper facile parce que c'était sur une couche en fait assez haute en fait de notre système d'information et que donc ça arrivait bien avec évidemment les systèmes d'API à fonctionner. Après, on a fait des intégrations plus lourdes. On citait BPSIS sur lequel en fait on a travaillé un produit d'assurance de prêt qu'on distribue et qui est donc géré par BPSIS, qui pour le coup est une vraie insurtech. Et là, c'était une intégration qui était assez costaud parce qu'on était dans des couches assez profondes en fait de nos systèmes. Donc, en fait, le message que je voulais faire passer, c'est que au-delà de ce qui est fait par les insurtech ou de ce qu'on fait en interne, parce que évidemment c'est les deux, hein, on fait bien les deux, selon l'endroit où on vient taper dans nos systèmes ou dans nos process, c'est plus ou moins facile. Je peux juste rebondir sur un point. Vas-y. Pardon, hein, Mais bien sûr, c'est intéressant. Je voudrais partager ça parce que le passage à l'échelle, et qui est vraiment un vrai souci, je pense, côté insurtech, il est aussi dû au fait que historiquement, les expérimentations, les pilotes, les POC, les MVP, peu importe la manière dont on les appelle, étaient simplifiés. Et si je vois la manière dont nous avons évolué, hein, côté assurance, dans la manière dont on... J'avoue que je me suis mis à partie risk management, mais c'est de dire plus de sandbox. Travaillons avec la compliance, travaillons avec l'IT, définissons dès le début d'un projet quels sont les critères de succès qui vont permettre à tout le monde de passer à l'échelle si l'expérimentation est un succès.
Et ça a été majeur dans la qualité de la collaboration avec les InsurTech. C'est de dire, allez, ça va être dur pendant 6 à 9 mois. On va se prendre peut-être des pentests, on va se prendre la compliance, la GDPR, l'IT security, tout ça. Mais une fois que c'est fait, si l'expérimentation elle est concluante, c'est bon. On peut passer plus rapidement à l'échelle. Et je pense que ça a été majeur dans la manière dont on a géré les projets. Oui, c'est un peu une vraie évolution, parce qu'il y a 5-6 ans, on était à fond dans l'époque vite fait, et du coup, qui en général ne se déployait jamais. Exact. Ça coûtait quand même pas mal d'argent. Et c'est un changement, mais en même temps, c'est ce que tu dis, c'est que si ça marche, on déploie plus vite, mais ça prend plus de temps. Oui, et ça coûte plus de sous aussi, mais au final, ça coûte moins parce qu'on échoue moins aussi. Donc, ça décourage moins. Et ça décourage moins. Et c'est l'habitude qui a évolué. C'est l'habitude aussi, je pense, de travailler les uns avec les autres. C'est quand même une évolution aussi qui a shifté. C'est-à-dire qu'il y a 5 ans, 6 ans, il fallait montrer qu'il y avait plein de POC qui étaient ouverts pour montrer que ça bougeait. Et c'était presque plus de la communication et innovation que du business. Et là, maintenant, c'est de faire du business. Oui, c'est vrai que c'est intéressant comme évolution. Oui, c'est une maturité. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment les niveaux de maturité aussi, et le fait d'apprendre à travailler ensemble et de faire un certain nombre d'actions fait qu'on évolue aussi dans la façon de. Tu as plein de questions. J'ai des questions. Non, mais on peut peut-être prendre soit une question ici, soit une question là. Ou... Je sais pas si c'est suffisant. Alors, comme ça rebondissait par rapport à nos échanges, donc Marie, tu en parlais. Donc, j'ai une question qui est, qu'est-ce que vous appelez des data analystes? Est-ce que ce sont des actuaires? Alors, je crois qu'il y a marqué actuaires formés à la data. Je crois qu'il y a le mot déguisé, non? Ou je l'ai interprété. Donc, du coup, Marie, comme tu en as parlé, qu'est-ce que tu appelles des... Alors oui, on a deux types. Voilà, on a les deux. On a vraiment, comme je vous le disais, des actuaires, parce qu'encore une fois, on les a fait former assez tôt sur ces sujets-là. Et pour moi, c'est très important parce qu'il faut vraiment comprendre la profondeur de nos métiers pour être efficace. Et puis, on a des data scientists qui sortent d'autres écoles et qui donc sont pas au départ de l'univers de l'assurance, mais qui sont des data scientists. Je ne sais pas comment le dire autrement. Voilà les deux origines. Et comment ils sont structurés? Est-ce qu'ils sont, alors c'est une question du chat, est-ce qu'ils sont à l'intérieur de chacune des équipes des départements? Est-ce qu'ils sont dans une data factory? Dans une data factory. Comment fonctionne-t-il? Alors en fait, dans la production de la chaîne de production de la data, il y a plusieurs services qui interviennent. Les data scientists à proprement parler, nous, sont au sein du service de l'actuariat. Donc on a une direction solution assurance qui est assez large et qui reprend donc ces profils extrêmement pointus. Et puis il y a d'autres profils qui sont tout aussi pointus, qui sont à l'informatique et qui vont faire en sorte que la production de la data, je crois que c'est vous qui en parlez, soit extrêmement structurée pour qu'elle puisse être bien utilisée. Je ne sais pas si j'emploie les termes très scientifiques, mais j'essaie de faire passer le message avec mes mots à moi. Et puis, on a ensuite une troisième entité qui intervient, qui pour nous est située au niveau de notre groupe d'assurance, parce que le groupe Alpetis, c'est Alpetis Assurance, mais aussi d'autres filiales, j'en ai cité 2, mais il y en a bien d'autres. Et là, au niveau du groupe, on a moi je ne sais pas du tout pour le terme, mais des concepteurs data qui vont structurer finalement la colonne vertébrale data du groupe, pour que finalement on puisse utiliser de manière croisée les data, qu'elles arrivent de l'une ou l'autre de nos systèmes, de l'un ou l'autre de nos systèmes. Des architectes data. Oui, je pense que c'est le meilleur terme. Et d'ailleurs, voilà, des offres d'emploi, alors c'est un peu subtil, mais data analyst, data scientist, data engineer, voilà, ça c'est le côté IT, data architecte, effectivement. Voilà, moi, ma petite expérience quand je suis arrivé chez AXA, en 2014, je pense que j'étais le premier data scientist chez AXA et voilà, je ne connaissais pas vraiment l'actuariat et je pense qu'on s'est regardé un peu en chien de faïence avec des équipes actuarielles et puis on a rapidement découvert qu'en fait les fondamentaux mathématiques et statistiques étaient les mêmes. Par contre, les outils n'étaient pas du tout les mêmes. On est d'un côté un langage qui s'appelle R, par exemple, pour les actuaires, plutôt Python pour les data scientists, des modèles qui s'appelle plutôt random forest ou gradient boosting pour les data scientists et plutôt régression logistique ou linéaire pour les actuaires. Et en fait, ce qui était intéressant, et je pense que le Data Lab avait réussi, c'est que chacun a fait un pas vers l'autre. C'est-à-dire que l'actuaire a essayé de
comprendre de nouveaux langages, le passage à l'échelle également sur le cloud, faire des algorithmes beaucoup plus puissants. Et puis le data scientist qui faisait un peu apprenti sorcier avec des modèles sans tout comprendre le sous-jacent, c'est beaucoup aussi inspiré de l'actuaire qui lui avait une explicabilité des modèles sous-jacents beaucoup plus forte. Et donc voilà, les deux ont collaboré. Après, le data engineer est venu aussi se greffer pour aider ces modèles à être mis en production, à être surveillés. Et aujourd'hui, et pour terminer, maintenant, je pense que tout ce qui est modélisation, et ça y est, c'est connu, c'est craqué, etc. Maintenant, l'enjeu, c'est un modèle en production, comment on le suit dans le temps, comment on le fait vérifie évoluer qu'il ne dérive pas, ce qu'on appelle le data drift, c'est-à-dire comment on vérifie qu'il est bien stimulé, ce modèle, avec les données représentatives de ce qu'on a vu dans le passé, parce que le machine learning, ça ne marche plus. Si le futur n'est pas le même que le passé, ça ne marche plus du tout. Et donc, comment on mesure ça? Et donc, ça, c'est une catégorie de ressources qu'on appelle MLOps, Machine Learning Ops, qui est ce monitoring de ces algorithmes. Merci Christophe pour avoir complété cette description. Merci pour la marketeuse que je suis. On est monté d'un niveau. Alors, on va prendre une petite question dans la salle pour ceux qui sont là. C'est une question sur ce sujet de cette coopération. Sinon, vous la gardez pour après. On a un temps de questions-réponses aussi à la fin. C'est l'explication data qui. Il y aura un quiz à la fin. Et en Python, pour revenir sur les notions de ces différents types de procédés qui interviennent, dans ce que vous dites, en fait, ça m'évoque quelque chose, c'est que comme c'est un métier de passionné, il n'y a aucune guerre de chapelle. Hein. En fait, en tout cas, moi, je ne l'ai jamais perçu comme ça. C'est des gens qui cherchent à travailler ensemble. C'est les mêmes fondements mathématiques à la base. Donc, Non, et puis je pense que c'est aussi un très beau métier. Voilà. Enfin, c'était émergent. Qui avait été appelé le job le plus sexy du 21e siècle, un article Harvard Business Review de l'époque. Mais c'est aussi l'école de la méritocratie, parce qu'un informaticien peut devenir data scientist. On n'est pas obligé de rentrer dans les détails théoriques, parce que maintenant il y a de plus en plus de librairies haut niveau, que ce soit pour le NLP, que ce soit pour le machine learning. Donc chacun peut vraiment trouver chaussure à son pied dans ses... Et expérimenter. Et apprendre. Absolument. Donc, on garde la question pour après. Donc, le dernier thème, il y en aurait plein d'autres, mais le dernier thème qu'on souhaitait aborder et sur lequel on voulait échanger, c'était un peu se poser sur, on l'a vu, on l'a déjà dit, il y a eu des évolutions dans ces coopérations, dans ces relations, on va dire, qui étaient plus difficiles au début qu'aujourd'hui, et on apprend toujours à travailler, à se connaître, à se comprendre, donc ça c'est important. Donc l'idée là de ce dernier point, c'était de se dire comment chacun de vous perçoit un peu, alors sans mettre une boule de cristal à 25 ans, mais perçoit d'ici 3-4 ans un peu l'évolution de ces relations, de ces coopérations, parce on est tous d'accord pour dire que ce sont des coopérations. Ça, je pense que ça a été dit, redit avec différentes façons de le faire, mais en tout cas, savoir comment vous percevez ces évolutions, comment chacun va se positionner, est-ce que chacun va continuer à faire un peu un pas comme ça a été fait jusque-là. On avait fait une étude, j'y repense là, avec des Dessinez-moi l'assurance il n'y a pas très longtemps, où on avait vu qu'en fait 70% des assureurs, là, c'était pas les insurtech, c'est les assureurs, avaient vraiment conscience qu'il fallait faire bouger en fait cette façon de travailler ensemble, parce que c'était fructueux, ça a évolué, mais que c'était pas encore, on a parlé de délai, c'est toi qui en parlais tout à l'heure, on a parlé de culture, c'était mieux, mais que c'était pas encore tout à fait ça. Donc la question qu'on avait envie de vous poser avec Tania, à chacun de vous, on va refaire un petit peu le même tour de table, c'est un peu comment vous voyez l'avenir de ces relations, chacun d'entre vous, avec les assureurs et avec les insurtech. Donc Alexandre? Je vais faire un peu de provoque, mais je pense qu'il y a toujours une construction intellectuelle un peu superflue quand on parle de fintech, d'insurtech, etc. Il y a un secteur qui est le secteur financier, qui est le secteur de l'assurance. À la fin, il y a quand même un client
C'est quand même l'aboutissement. Et je pense que ces frontières sémantiques, étymologiques vont tendre à disparaître parce qu'on voit que la techno, l'expérience client prennent le pas sur tout. Et à la fin, ce qui va rester, c'est est-ce qu'on fournit ou pas un service de qualité aux clients. Voilà. Donc pour moi, c'est des constructions aujourd'hui intellectuelles qui étaient nécessaires, mais qui vont s'estomper. Christophe, de ton côté? Oui, je pense qu'il va y avoir une sorte de sélection naturelle, mais plutôt bénéfique, voilà, de reconcentration sur des fondamentaux, des usages. Je pense aussi qu'il y a, là on a beaucoup parlé de digital, etc., mais on a aussi parlé d'humain. Je pense que les deux vont vraiment continuer à cohabiter. Donc oui, on parle beaucoup d'automatisation, d'intervention, de tâches sans intervention humaine, etc. Mais voilà, on sait que l'assurance passera encore beaucoup par du courtage, par de l'interaction humaine. Donc ça, je le vois aussi en fil directeur, même si nous, on est, vous l'aurez compris, data scientist et technologue, c'est avant tout de l'humain, de la conduite du changement, voilà, introduire ces solutions chez nos partenaires assureurs. Je le dis souvent, on fait des formations à notre outil, c'est, on va dire, un quart d'heure de formation à l'outil lui-même, et puis 3/4 d'heure de discussion sur qu'est-ce que c'est que l'IA, est-ce que ça va remplacer mon travail d'humain, est-ce que je ne vais pas entraîner une machine à me remplacer demain, et voilà, donc c'est ça aussi qui est passionnant, cet aspect humain au-delà de la technologie. Oui, donc tu es aussi dans cet accompagnement très fort culturel des clients, et ce qui bouge aussi. Au début, là, c'était une approche plus sur la techno, et puis ça bouge aussi vers tes explications et tes visions. Même question, donc sans la boule de cristal. Et c'est, Marie, comment tu vois l'avenir des relations avec les InsurTech? Est-ce que pour toi aussi, il n'y aura plus de barrières, de clients, bien entendu? Moi, j'entendais chez Christophe la partie aussi collaborateur dans l'humain et la partie méthode projet. Comment tu le perçois pour Altis? Alors, donc, je partage complètement déjà ce qui vient d'être dit. Et donc, moi, j'ai déjà évoqué le fait que pour moi, effectivement, il y a assez peu de barrières. Et alors, l'avenir, je le vois joyeux, mais bon, je pense que c'est déjà dans ma nature. Et je vois joyeux et pluriel parce que, comme je vous l'ai dit, en fait, les intégrations entre avant, on appelait ça des startups. Maintenant, on a défini un terme d'InsurTech plus dans notre métier. Mais, et nos groupes, ils se font à plein de niveaux. Moi, je suis ravie de vendre mes services d'InsurTech de mutuelle.fr donc à tous les acteurs de l'assurance qui le souhaitent. De la même manière, je suis ravie qu'on puisse bénéficier donc, de composants techno qui nous permettent d'accélérer. Et je dirais que la route, elle est tracée et qu'on continue à travailler de cette manière-là, de la manière la plus fluide possible, sachant que ce qui, pour moi, le juge de paix, c'est quand même la valeur créée. Vous avez parlé de l'adhérent, et c'est la valeur créée pour l'adhérent. Nous, on est une asso d'assurés, et donc on est extrêmement vigilants. C'est pour ça, ce que tu disais, c'est très fort sur l'époque. Je suis complètement d'accord. Il faut que ce soit des choses très intégrées pour éviter de faire perdre de l'argent. Nous, l'argent qu'on perd éventuellement en faisant des erreurs, c'est l'argent de nos assurés, donc c'est pas très drôle. En tout cas, on se sent vraiment empreint d'une mission de protéger, de créer de la valeur pour eux. Et donc, ce qui est important, c'est de regarder à quel moment cet apport donc des InsurTech, ou bien au contraire le make, faire nous-mêmes, qu'est-ce qui est le plus intéressant et le plus écologique en fait dans la conception de la chaîne. Qu'est-ce qui est le plus efficient et qui va permettre de rendre le meilleur service au tarif le plus ajusté pour le client. Donc ça, c'est la guideline. Mais après, c'est un monde très très ouvert, il est déjà ouvert. Pour moi, il est déjà depuis longtemps et ça ne peut faire que continuer. Je vais essayer de faire court, mais il y a un mot qui me vient en tête sur ce futur, c'est humilité. Je pense qu'on a tous besoin les uns des autres sur les nouveaux défis que l'avenir nous pose. Et donc, cette collaboration, je ne peux l'avoir que renforcée. Et effectivement, au bout du bout, il va falloir apporter des réponses au client final. Donc, humilité. Après, si je devais clusteriser un peu les défis que je peux voir, c'est en B2B2C,
ces demandes de modularité, d'insurance as a service qui sont en train de se dessiner, ça va nécessiter pas simplement d'avoir des librairies d'API, pas simplement côté tech de pouvoir avoir ces capabilities, mais également de penser, de designer des services qui ont de la valeur et qui peuvent s'intégrer facilement de manière éphémère. Demain, la FNAC veut ouvrir un concert et assurer ce concert. On ne peut pas mettre en place un projet IT qui dure 6 à 9 mois. C'est demain qu'il faut pouvoir rapidement l'opérer. C'est un exemple. Le deuxième point que je vois, c'est finalement, c'est la réglementation. On l'a un tout petit peu effleuré avec monsieur qui a posé la question sur la banque. Oui, il y a eu l'open banking avec le DSP2. Demain, probablement, la portabilité des data en assurance va être un sujet, l'interopérabilité des data va être un sujet. Comment pouvoir répondre à ce demande de régulateurs pour ne pas faire n'importe quoi avec la data. Le troisième sujet, on l'a un peu vécu avec le Covid, c'est les nouveaux risques. Comment s'asseoir ensemble et mettre nos vrais majeurs ensemble pour mieux appréhender les risques de demain. Et il y en a, que ce soit le cyber, les pandémies, on l'a pas complètement réglé. Les gouvernements, et je pense que c'est un jeu à plusieurs bandes où tous les acteurs ont leur place. Je ne voulais pas être trop long, mais... Non, mais merci beaucoup. Merci. C'est parfait. C'était parfait. Merci. Merci en tout cas de vous prêter au jeu de la prédiction. Donc, coopération, sens client, humilité. Donc, on a beaucoup de boulot, tous ensemble, et il y a de la place pour tout le monde. On va prendre quelques questions avant de clore la séance. Vous avez des questions, Vous avez des questions dans la salle? Tout à l'heure, sinon sur la peut-être aussi en ligne. Alors, j'en vois. Je vois un petit point. On les a tous endormis peut-être. C'est ça? Bonjour. Ce serait triste. Alors, une question à Marie et à Alexandre. Avec les nouveaux outils, comment voyez-vous la prise en compte des comportements vertueux, alimentation, sport, pas de tabac, pas d'alcool, dans les contrats et les conséquences de leur mutualisation? Comment c'est déjà, dans un premier temps, on est sur un stade où la coercition ne marche pas. Donc aujourd'hui, on peut être dans l'incitation, mais pas dans la sanction. Ça, je pense que c'est un point fondamental. Ensuite, il y a un point de pédagogie aussi qui est super important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la manière dont les parcours de souscription sont faits ont tendance à être assez culpabilisants. On peut être beaucoup plus dans l'accompagnement et puis dans la suggestion aussi, plus que dans la coercition. C'est-à-dire quelqu'un qui fume aujourd'hui, on n'est peut-être pas obligé de lui dire si tu fumes, tu vas avoir plus 10%. On va peut-être lui proposer de suivre un programme derrière pour arrêter de fumer, l'accompagner dans la durée, le récompenser quand c'est fait. Enfin voilà, il y a des choses qui sont assez basiques, c'est beaucoup de bon sens. Il y a énormément de choses à faire dans le pragmatisme pour aider les gens et on ne remplacera jamais un médecin. Par contre, on peut aider les gens à mieux vivre. Dans les nouveaux services. Dans les nouveaux services. Et Marie, du coup, ton point de vue? Parce que la question s'adressait à vous. Je suis parti en guitare électrique. C'est très bien, je reprends. Alors nous, c'est vraiment un sujet qui nous passionne depuis l'origine. Là, en fait, on travaille vraiment sur des actions de prévention. En ayant en tête, mais j'imagine que c'est un chiffre que vous avez, mais moi, ça me marque terriblement quand même, que 40% des cancers peuvent être évités en ayant une hygiène de vie. C'est simple, hein, c'est quand même le tabac, bien entendu, le tabac première cause, l'alimentation et le sport, hein, le fait d'avoir une activité physique. Donc, si on ne fait pas ça, finalement, on s'empoisonne, c'est vraiment terrible. Donc, nous, on veut vraiment aider nos assurés à prendre soin de leur santé. Et alors, pour l'instant, le pan qu'on travaille, mais on va en ajouter d'autres. Vraiment, le pan qu'on travaille, on parlait d'humain, et c'est vraiment ça, c'est qu'en fait, on travaille avec nos assurés. On a 500 assurés bénévoles qui vont faire des réunions en région avec des professionnels et qui réunissent physiquement ou maintenant avec la pandémie de manière virtuelle. Donc, nos assurés pour leur apprendre c'est le nudge, à faire évoluer leurs habitudes de vie pour être dans une meilleure ligne d'hygiène de vie et protéger leur santé. Et donc, ça passe vraiment par la relation humaine, par
des assurés qui parlent à d'autres assurés, encore une fois, avec à chaque fois un expert. Et donc, les gens font de la marche nordique ou bien ils apprennent à mieux s'alimenter, à lire les étiquettes, enfin, des choses vraiment simples. Et alors, il y a vraiment un point, moi, qui me frustre, c'est ce qui est lié aux objets connectés. Et dire, on a notre congrès, parce qu'on réunit nos assurés bénévoles tous les ans. Cette année, c'est à Saint-Malo, on fait un tour de France. Et donc, on réunit donc, ces 500 personnes et on le fait autour des objets connectés. Et ça me passionne parce que depuis des années, je m'intéresse beaucoup à ça. On travaille sur l'hypertension et le tensiomètre connecté. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on essaie de réfléchir. Et sur moi, les objets connectés, ça marche. Moi, je fais du sport, je suis sur Strava, et donc, quand mes enfants m'encouragent en me disant « c'est bien, t'es couru ce week-end », etc., et ben, ça me fait quelque chose, ça me mobilise. Je sens que ça me tient dans cet effort d'évolution de mon mode de fonctionnement. Et donc, ça, j'aimerais bien arriver à le mettre à disposition de nos assurés, mais on n'a pas encore réussi parce que pour l'instant, les premiers tests qu'on a fait, on avait un peu de mal. Donc là, c'est le deuxième point, sans doute sur lequel on va réfléchir. En tout cas, on y travaille donc avec nos assurés. Merci beaucoup à tous les deux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a pris une petite question de nos internautes qui nous suivent? J'ai encore une question un peu générique sur l'innovation. Comment rendre l'assurance plus attractive pour les consommateurs et qu'est-ce que la tech peut apporter dans cette… Donc, nous avons 4 heures. Je sais pas qui veut. Moi, je peux poser oui, donc vaste question, effectivement. Nous, c'est sur la partie personnalisation, en définitive, qu'on interagit. Donc, on essaye d'aider les assureurs plutôt à expliquer le bénéfice du service ou du produit d'assurance proposé. Donc, je vous donne un exemple. Pour une assurance auto, en fonction de si vous êtes habité en milieu rural ou en milieu urbain, par exemple, on va plutôt mettre en avant ce qui se passe si, lorsque vous faites un créneau en ville, vous abîmez votre voiture, on va vous projeter, vous expliquer le bénéfice de comment on va vous aider. Et si vous tombez en panne, peut-être c'est moins important parce que vous allez prendre le métro pour rentrer chez vous, alors que si vous êtes dans un milieu plus rural et moins dense, c'est plutôt le sujet de la panne loin de chez vous qui va être important plutôt que le créneau dans un endroit où il n'y a pas de voiture. Donc ça, c'est des exemples pour la santé. Si vous êtes en ville, peut-être vous aurez davantage de médecins avec dépassement d'honoraires, par exemple. Donc, c'est ça qu'on va mettre en avant pour vous expliquer le bénéfice de telle ou telle option d'assurance. Donc, sur la partie distribution, je pense que c'est vraiment en fonction de votre style de vie et en fonction de l'aide qu'on peut apporter que la technologie et l'analyse de vos données va vous apporter une meilleure satisfaction. Et après, on pourra donner d'autres exemples sur la gestion de sinistres automatisée en 1 minute au lieu de 1 mois. Ça, je pense que tout le monde comprendra que ça apporte énormément de satisfaction. Je veux bien. Oui, je te voyais en train de. Non, mais je réfléchissais en me disant, bon, c'est vrai que la question est vaste de cette question de confiance finalement qui est sous-jacente derrière. Comment on réenchante un peu cette relation et comment on recrée de la confiance et de la transparence et comment on crée de la valeur. Et je pense qu'il y a tout un pan qu'on n'a pas complètement évoqué ici, c'est tout ce qui est assurance paramétrique. Finalement, l'assurance, c'est quoi? C'est d'être là au moment où d'apporter de la valeur ou d'apporter un service. Soit on peut éviter que ce risque se produise, on agit en prévention et c'est ce qui est mieux. Et ça, toutes les technologies peuvent nous aider à préempter ou anticiper la matérialisation d'un risque. Ça, c'est un premier moyen. Le deuxième, c'est de dire, voilà, les assurances paramétriques peuvent également répondre à ça. Au lieu de se dire, tiens, je vais avoir une compensation, est-ce que je vais avoir une franchise? Est-ce que, même si c'est rapide en 1 minute, il y a quand même cette angoisse sous-jacente derrière de qu'est-ce qui se cache derrière mon contrat? Prendre le contre-pied et dire, quoi qu'il arrive, je sais pas, le niveau de la scène monte de plus de machin, bim, tu vas avoir ça. Et ça, c'est extrêmement clair, transparent et de nature à renforcer le trust. Si le retard de ton avion, il a plus de 2 heures, tu n'as même pas besoin de faire une déclaration de sinistre, tu vas être remboursé de temps.
Et du coup, on renforce la confiance avec son assurance. Voilà, donc la technologie, c'est aussi la personnalisation, la prévention, la transparence des contrats et l'usage d'assurances paramétriques qui sont un petit peu plus différentes. Il y a quelques années, dans le cadre du colloque annuel du Lab, je dirigeais le Lab, on avait fait une enquête auprès des étudiants de Dauphine qui nous avaient donné une réponse là-dessus qui était très intéressante. C'était que l'assureur soit l'ange gardien. Oui, c'est vrai. Voilà. Et c'est vraiment une question plus même de comportement, d'attitude. Et là, il y a encore, je crois, beaucoup de choses à faire. La moto de chaque assureur. Je suis l'ange gardien. Mais c'est un métier très noble, oui. C'est un très joli métier. Est-ce qu'il y a une dernière petite question avant qu'on fasse la conclusion? Vous évoquiez, monsieur, tout à l'heure le fait que la banque avait redimensionné ses effectifs par rapport à l'évolution des marchés. Je crois comprendre que le sous-jacent de ça, c'est que vous pensez que les assureurs ont trop de revenus. Est-ce que c'est bien ça qu'il fait comprendre dans ce que vous disiez et comment est-ce que vous voyez les choses de ce côté-là? Je sais pas, qui a la question. À vous, monsieur. J'ai compris que c'est pour ça. À moi. Moi, je ne pense pas qu'il y ait trop de monde dans l'assurance. D'ailleurs, contrairement à ce que aux assertions d'un think tank généraliste il n'y a pas longtemps qui disait que 70% des personnels allaient disparaître, c'est assez faux. Et je pense qu'au contraire, tout ce qui est apporté par les InsurTech et la technologie risque d'abord d'apporter de nouveaux services et de renforcer le rôle du personnel. C'est d'ailleurs ce qui commence à être observé du côté de l'Observatoire de l'évolution des métiers d'assurance, parce que la population de l'assurance ne diminue pas, bien au contraire, et de plus en plus compétente. Les métiers changent, les métiers évoluent, et je crois pas que l'importance du personnel diminue dans les années à venir. Par contre, ça risque d'être plus différent et plus au service du client. Et la technologie va l'aider parce que quand on avait autrefois, on va voir maintenant d'ailleurs, et pas que dans l'assurance, quelqu'un, un call center qui ne savait que lire son prompteur et il n'avait pas d'autres d'informations et qui répétait inlassablement la même chose, la technologie va permettre de donner davantage d'empowerment sur le conseiller final et lui permettre, alors il va falloir lui donner la possibilité de décider, d'avoir du pouvoir auprès du client et de décider justement ce qu'il faut faire. Donc, je suis très positif là-dessus. Les effectifs risquent pas vraiment de diminuer. Bon, après le match de piqueur, maintenant il y a les coups de marteau, tout court. Il y a quelqu'un dans le placard à sortir, je On crois. va le libérer après. On va le libérer, c'est ce que me disait Alexandre. T'as une question encore? On a une question et est-ce que vous pensez que l'avenir du risque en assurance sera plus personnalisé ou plus mutualisé? Vous avez 4 heures. On a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Ah oui, il n'y a pas de réponse unique, je pense. Sur la santé, c'est très régulé. Donc moi, je vais répondre sur la santé et en fait, on ne va pas vers une hypersegmentation, clairement. C'est-à-dire qu'en fait, le législateur se pose dans une logique de solidarité nationale, se pose plutôt pour on va favoriser la mutualisation. C'est vraiment des sujets qui sont hyper débattus. Je prends juste un exemple, parce qu'on a annoncé la semaine dernière qu'on allait faire du comptage de parts. Et a priori, ça peut être une bonne idée. Sur Twitter, c'est le truc, mais qui a généré le plus de débats sur... alors qu'on a dit, franchement, on garde le même tarif et ceux qui le font, on fera jusqu'à... C'est du bonus, c'est pas de la sanction. C'est des sujets à la frontière du politique, à la frontière de l'intime et qui sont fortement débattus, qui touchent aux fondamentaux de l'assurance. C'est vrai que ça dépend vraiment de presque de chaque verticale et de chaque produit d'assurance. Il n'y a pas de réponse unique. Un retard d'avion, par exemple, qu'on prenne les données IATA pour faire du remboursement automatique, très franchement, le consommateur, il va se dire chouette, mon remboursement.
quand on rentre dans la santé, quand on rentre dans l'emprunteur, quand on rentre dans l'auto, c'est Oui, pas ça la même dépend chose. vraiment des C'est sujets, hyper- il y a des lignes rouges. des lignes de produits, en Ouais. fait, c'est ça. Et les produits qui sont plus impactants et plus personnels, et puis d'autres qui sont vastes, où on accepte la personnalisation versus la mutualisation. Ouais, c'est toujours. Et bon, vaste sujet qui n'est pas... Mais bon, on a quand même la chance d'être en France avec quand même un usage relativement éthique de données et un régulateur qui fait attention à ça. Donc, je suis assez confiante. Tu as le régulateur et tu as aussi la solvabilité. Tout à fait. Donc, l'intérêt derrière d'avoir une mutualisation pour l'ensemble. Ensuite, la personnalisation. Alors après, là, on parle au niveau du risque. Ce qui est intéressant dans tout ce que vous avez décrit, c'est dans la relation qu'on peut avoir avec chacun de ses clients, de ses assurés, de ses adhérents, de ses sociétaires. Là, la personnalisation est très importante. Et avec le consentement du client. Avec le consentement du client, avec de ce que je retiens, avoir plus de points de contact aussi, puisque nous, assureurs, on arrive en an dernier. Voilà, on est au moment du sinistre, ça va mal. On appelle l'assureur et il ne va pas me rembourser. Donc, c'est à peu près l'image qui nous donne. C'est ce qui nous donne une bonne image en tant qu'assureur. J'ai pris un contrat il y a un certain temps. Quand c'est l'emprunteur, c'est il y a 15 ans. En moyenne, c'est ça, Alexandre. Mais là, ça va jouer sur tout au long de notre relation avec l'assureur, à ma souscription, pendant le moment où finalement je serai en silence. L'idée, c'est de pouvoir proposer des services. Pourquoi pas de la prévention arrêt tabac, on en reparle. Et au moment du sinistre, pouvoir mieux répondre et plus rapidement. Merci. Ce qu'on vous propose, c'est est-ce que vous avez un petit mot chacun de conclusion sur ce qu'on a dit ce matin? C'est un peu compliqué, ou une petite phrase? Un adjectif. Des phrases, mots, un adjectif, un petit mot chacun, et puis après on s'arrêtera et on ira prendre un petit café pour ceux qui sont là, et puis sur Internet pour les autres. Alex, ou une phrase, un mot Une phrase, l'accélération, ça se fait dans un écosystème. Merci Alexandre. Marie? Un mot, passion, parce que je pense qu'on est tous assez passionnés par ces évolutions. Moi, je dirais, parce que voilà, je trouve que le panel était très, très varié et très bien choisi, je dirais complémentarité. Ingi? J'ai un mot qui me vient, c'est catalyseur. Je pense que ce qu'on a vu, les différentes forces en puissance sont des catalyseurs de l'innovation et on en a besoin. Petite référence à la chimie. Il nous reste à vous remercier beaucoup tous les quatre. Et puis, je crois que tu voulais poser une question. Non, je ne veux pas poser une question. Je voulais juste rajouter une actualité d'ADTEM. D'accord. Qui est le 12 octobre. Et tous ceux qui veulent sont invités, parce que c'est une manifestation gratuite, le Conseil scientifique. On présente son nouveau manifeste, 36 évidences sur le marketing de demain. Et donc, c'est un travail d'un an et demi de travaux qui a commencé juste après la présentation du précédent manifeste, qui est tombé la veille de la pandémie, la veille du confinement. Donc, et donc, ce qui a mis beaucoup de choses en cause. Et donc, c'est 36 évidences, un peu comme il y a eu le fait de manifesto en 99, on a 36 évidences. Donc, c'est le 12 octobre. Chez Alixaï, c'est ça, avenue Parmentier. Donc, membre ou pas membre de la DTM, vous pouvez vous inscrire, c'est très intéressant. Merci. Et puis, merci à tous les quatre. On peut vous applaudir en tout cas. Merci beaucoup. Café.